expliquer Après, Freinet, c'est beau, mais il y a eu aussi des échecs. On est d'accord, c'est des aléas de la vie. C'est ça que je veux montrer en fait, c'est que c'est ses racines paysannes qui lui ont fait faire tout ce qu'il a fait. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne conférence. Le cercle des lecteurs est ravi de vous accueillir. Merci. Place à Jérémy. Merci. Alors déjà merci d'être venus si nombreux, hein, ça fait plaisir. Donc avant de commencer, j'aimerais savoir un petit sondage, 2 petites questions. Parmi vous, qui a été ou fait partie du corps enseignant ou est en contact avec des enfants, milieu éducatif? Oui, ou a été, hein, j'ai précisé, hein, ou a été. Ok. Et alors, si, c'est une. Et non, raciste. Et parmi vous, qui connaissait Freinet avant que j'en parle? Parce qu'il y en a qui connaissent Freinet, mais voilà. Quand même. Public averti, ok. Alors, pratiquer Freinet, d'accord. Oui, reconnaître, oui, et pratiquer après la pédagogie Freinet, voilà. Ouais. Il est mort en 66. Je pense que j'ai écrit, voilà. Il est né en 96, il est mort en 66. Alors, sachant que moi, j'ai été en contact avec Freinet que 2014, donc j'avais 24 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait l'ESP parce que j'ai été enseignant pendant 5 ans à l'Éducation nationale. Et donc, l'année où j'ai fait l'ESP, donc l'ESP, c'est l'ancien UFM, quoi. Voilà. J'ai été enseignant dans le secondaire, par contre, je précise aussi, hein, pas dans le primaire. Et donc, c'est là où on m'a parlé de Freinet. La première fois que j'entends ce mot-là, c'est à ce moment-là. Et on me dit imprimerie à l'école, et il part des questions des enfants. Voilà. Sauf que je l'ai mis dans un. Oui, c'est très réducteur. Voilà. Mais en fait, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et puis voilà. Et en fait, mes 5 années sont passées. J'ai fait aussi de la pédagogie alternative. Alors, j'ai travaillé à l'école Domaine du possible à Arles. Ou d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube de Les Explorateurs de Provence, il y a un reportage qui a été fait. En fait, j'ai été suivi sur une année avec ma classe. Et vous voyez ce que j'ai fait en termes de pédagogie là-bas. Et en fait, à l'issue de tout ça, bon, j'ai arrêté parce que l'enseignement tel qu'on le donnait, ça ne me convenait pas. Et j'ai un petit peu cherché. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à Freinet. Parce que j'avais lu sur Steiner, raison simple, l'école de Domaine du possible avait viré l'ancien directeur qui était Steiner. Donc je voulais comprendre ce que c'était Steiner, parce que les élèves que j'avais, c'était des anciens en pédagogie Steiner. Donc je voulais comprendre ce que c'était. Et après, je me suis intéressé aussi à Montessori, parce que je pense que là, quasiment tout le monde doit connaître ce nom-là, Montessori. Et donc, à l'issue, donc, je me suis intéressé à Freinet. Et là, en fait, en lisant Freinet, si vous voulez, alors sur l'aspect philosophique, hein, c'est-à-dire que dans ses œuvres majeures, il y a pas mal de choses qui m'ont touché un petit peu, parce que j'ai vu mon tâtonnement expérimental à moi aussi. Voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, pour vous expliquer l'image qui est là, en fait, alors, c'est une vue d'artiste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la première image qui est en fond, c'est une représentation du village de Garces. En fait, c'est là où lui va naître en 1896, donc toute fin du 19e siècle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, alors au milieu du village, pas de cette manière-là, bien sûr, c'est exagéré, mais c'est fait exprès, il y a une source qui coule. Et c'est vraiment, en fait, un coin paumé. C'est-à-dire que quand vous arrivez là-bas, c'est 5-6 km avant, vous avez un panneau voie sans issue, et le village est au bout de la voie sans issue. Voilà. Et vous êtes perdu dans les montagnes, vraiment de cette manière-là. Par contre, ce qui est très impressionnant, c'est de voir les aménagements qui ont été faits, un peu comme ici d'ailleurs, hein, les restanques. Et alors, chose qu'on ne voit pas bien, mais des systèmes de canalisation, parce qu'en fait, ils ont canalisé cette eau pour la faire passer sur tous ces terrains, en fait. Alors, pour vous le mettre en image, on a extrait une petite vidéo du site de la mairie de Garces, juste pour vous donner en fait le contexte, en fait, que vous compreniez l'environnement dans lequel il a grandi. Voilà. Il faut vraiment vous dire qu'à cette époque-là, en plus, c'est l'époque où les métiers que vous avez, c'est essentiellement de la paysannerie. Hein. C'est la France dite pauvre, hein, puisque niveau développement, on est vraiment perdu en campagne. Les métiers que vous allez trouver, des choses qui ont un peu disparu, hein, du style les tisserands. Hein, par exemple, là-bas, en fait, ils fabriquent leur tissu. Hein. Comment ? C'est du miedjolan, c'est du moitié laine, moitié chanvre. Et vous avez le tisserand qui tisse à partir du chanvre qu'eux vont produire. Sur les hauteurs comme ça du village, en fait, les terrains isolés, aujourd'hui c'est à l'abandon, c'est vraiment la nature qui a repris ses droits, mais c'était les zones où ils allaient moissonner. Et lui, en fait, petit, va suivre ses parents dans la vie de la paysannerie. Voilà. Il va naître en fait dans une famille où ses parents tiennent l'épicerie et la mère est sage-femme du village. Lui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va adorer passer sa vie
dans la campagne, en fait, à travailler en tant que paysan, et il va intégrer l'école donc en 1900, tout rond. Voilà. C'est plutôt un bon élève, mais ce qui va se passer, c'est que la vie extérieure, ce qui va se passer dans la vie des champs, en fait, la vie du village, va beaucoup plus l'intéresser que ce qui va être fait en classe. Alors, il est quand même assez bon élève parce que son instituteur va chercher à lui faire passer le certificat d'études en avance, sauf que ça va lui être refusé par l'inspection académique. Et il va se rendre en fait tout seul, à pied. Je vais vous montrer la veille de son examen, il va y aller tout seul en fait, qui est à Saint-Auban. Alors pour vous montrer, en fait, vous avez le village de Garces qui est ici, voilà. Briançonnet, c'est le village le plus proche, donc qui est quand même à 1 heure à travers. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, on se déplace à pied ou à dos de mulet. Voilà, donc Briançonnet et Saint-Auban qui est ici. Donc voilà, 17 km à peu près, qu'on mettait 3 heures en char à bande, c'est-à-dire avec un cheval et une charrette. Lui est parti à pied, voilà, et est parti passer son examen de cette manière-là. La ville la plus proche, la plus grosse, donc c'est Grasse. Vous voyez, on est à 50 km à vol d'oiseau. Voilà. Aujourd'hui, en voiture, on met 1h30 pour y aller. À l'époque, il mettait, alors c'est la formulation qu'il utilisait lui, hein, on mettait une journée en enjambant les montagnes. Et je vous ai mis la carte pour que vous ayez un peu une idée du relief. De toute façon, que vous avez vu sur la vidéo d'avant, vous voyez le type de relief que c'est. C'est pas la colline de la Lègue entre Carpentras et Perne et Mazan. Hein. On est plutôt sur c'est les préalpes, hein, en fait. Hein. C'est les préalpes d'Azur, hein, donc ça grimpe plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est le type de cadre, en fait. Vous voyez, ça met un contexte pour que vous imaginiez qu'à cette époque-là, c'était comme ça qu'on vivait. Et lui va naître dans cette paysannerie-là et va grandir là-dedans. Alors, je continue. Donc là, vous avez une photo de son père, ici. Et là, vous avez Freinet en photo au moment de sa première communion. Et là, vous avez sa cousine Madeleine. J'en reparlerai un petit peu après. En fait, c'est avec elle qu'il va vraiment avoir une relation. Ça va être sa sœur, en fait. Sauf que c'est sa cousine, mais ça va être comme sa sœur. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce qu'il dit, lui, sur sa jeunesse à l'école, hein, de tous ses travaux. Alors là, il cite la paysannerie, hein, tout ce qu'il faisait avec ses parents. Donc la vie du village. Je me souviens comme d'un soleil exceptionnel qui aurait illuminé mon enfance, alors que l'école a glissé sur moi comme des gouttes de pluie sur les pierres plates et lisses de la rivière. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. En sachant que lui, derrière, va être instituteur. Alors d'ailleurs, pourquoi il devient instituteur? C'est assez simple. Son maître, lui, insiste pour qu'il fasse des études supérieures. Et c'est sa mère, en fait, qui va lui dire, qui va le pousser à le faire pour lui rendre la vie plus facile. Et elle ne voulait pas qu'en fait, il ait une vie de paysan. Et c'est un peu à cette époque-là, c'est un peu ce qui va se passer souvent. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va inciter les jeunes de paysans à passer par l'école, devenir instituteurs, pour avoir, ce qu'on disait, une vie meilleure. Et lui, en fait, ça n'aurait tenu qu'à lui. La seule chose qu'il aurait faite, c'est rester dans le village et finir paysan, en fait, comme sa famille l'a fait. Voilà, pendant des générations. Donc à l'issue de ça, parce que sa mère lui demande de le faire, il va le faire. Et c'est surtout pour elle qu'il y va et qu'il va continuer ses études. Donc là, vous l'avez. À l'école normale d'instituteur à Nice, où en 1914, donc, il va obtenir son brevet. Alors brevet supérieur, parce qu'il y a le brevet, après il y a le brevet supérieur. Et sauf qu'en 1914, c'est la date où va éclater la Première Guerre mondiale. Alors lui, il n'est pas mobilisé tout de suite. Ça va lui laisser le temps en fait d'être intérimaire dans une école et d'avoir une première expérience d'à peu près 6 mois où il va être instituteur. Et en avril 1915, c'est là où il a un ordre de mobilisation et il va être envoyé à Saint-Cyr. Parce que comme c'était une personne qui avait fait des études, il va se retrouver officier. Donc il a une formation d'officier à Saint-Cyr et à peu près 1 an après, il se retrouve dans les tranchées. Et il va se retrouver à passer 14 mois dans les tranchées. Voilà. Alors, un petit texte, parce que pendant sa vie dans les tranchées, il va tenir un carnet et tous les jours, il va noter en fait ce qui se passe, ce qu'il va y vivre, ses pensées, en fait, ses réflexions. Alors, je vous le mets. Donc, la guerre devient dégoûtante à cause de la trop grande injustice. À tous les degrés, il y a du piston. Celui qui peut se faire écrire par quelqu'un a tout ce qu'il veut. Il résulte de tout ça que tous ceux qui étaient bien de famille se sont cavalés et qui ne restent pour se battre, tant officiers que soldats, que ceux qui n'ont ni argent ni influence. Ce n'est plus la France qui se bat, c'est les cavés de la France, les purotins. Ceux-là seuls sont en danger. Il y en a qui savent ce que ça veut dire, purotin, le terme purotin?
Ah bah ça me rassure parce que moi quand j'ai lu, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et en fait j'ai commencé à chercher. Et du coup en cherchant le terme, alors purotin littéralement c'est quelqu'un qui est dans la purée. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc, et c'était un terme qui était très utilisé à l'époque. Et sauf qu'en cherchant, eh ben, je suis tombé sur la chanson de Crohn. Tu vois ce que c'est ou pas? Chanson de Crohn, en fait, qui a été écrite... Crohn. Je ne savais pas comment ça se prononçait en fait. La chanson de Crohn. Chemin des dames. C'est ça, en fait, Chemin des dames. Donc, alors le nom du général c'est Nivelle. Général Nivelle. 1917, donc printemps 1917. Qui va subir un échec cuisant, hein, parce qu'en fait vous avez des morts en quantité astronomique. Donc l'armée française prend c'était une catastrophe. Et là en fait cette chanson va naître en révolte, en fait tout simplement. Voilà, les soldats vont se révolter et il va y avoir une mutinerie en fait. Il va y avoir des mutineries qui vont éclater un peu partout. Alors pour la petite histoire, hein, le général va être limogé et c'est le maréchal Pétain qui est envoyé pour remettre de l'ordre et de la discipline. Mais je crois même qu'il y a eu des morts. Hein. Ils ont fusillé des soldats derrière parce que à cause de ce que ça a pris comme ampleur. Alors je pense que, j'ai pas la preuve de ça, hein, parce que tout ce que je vous présente, alors je suis pas historien aussi, hein, c'est vrai que je voulais le préciser, excusez-moi, je suis pas historien, la seule chose que je fais c'est que je vous présente un résultat à travers mes lectures. Voilà, je fais un peu un travail d'exégète, travail sur ce que j'ai lu, voilà, je vous présente tout ça. Et je pense que lui devait être un chanteur de la chanson, hein, parce qu'on retrouve les termes, on retrouve les mêmes idées, hein, parce que dans la chanson c'est vraiment ça, c'est de la contestation envers les gradés et vis-à-vis de, d'un côté, ceux qui ont de l'argent et qui laissent croupir dans les tranchées les puritains. Voilà. Et donc là en fait, à ce moment-là c'est important, pourquoi je vous ai mis ça? Parce que c'est là où va naître son sentiment d'injustice. Parce qu'avant, vous voyez, c'est le petit paysan, bon, il est rentré à l'école, il a vécu les choses à l'école, mais là, en fait, il va sentir l'injustice. Et du coup, c'est là où son goût pour la gauche, hein, le côté gauche de la politique, va naître. Voilà. Et ce côté où, en fait, il va s'intéresser aux prolétaires. Je continue, donc, qu'au début, quelques riches enflammés se soient fait tuer, mais maintenant, il ne risque plus rien, et c'est ceux-là qui font durer la guerre. Notre malheur à nous, ça a été de perdre Gallieni et Joffre. Alors, pour précision, eux, ce sont les responsables de la guerre, de la bataille de la Marne, si je ne dis pas de bêtises, en 1900, au début de la guerre, en fait, qui a fait que c'est eux qui ont empêché les Allemands d'envahir Paris. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils les mettent peut-être un petit peu en idole, là. Quant à tous les autres, la guerre n'est pour eux qu'une source de revenus, de discussions éternelles et de popularité. Le combattant seul n'en tirera rien, loin de là. Voilà. Donc après, il continue en expliquant que c'est le soldat, enfin c'est la personne du petit peuple, le prolétaire, qui en fait est là pour assurer la survie de la France. Voilà. Alors, avant de passer là, en fait, à ce moment-là, à la fin de... Donc là, il a écrit ça, c'était en octobre, début octobre 1917, 18 octobre 1917, donc il est sur le chemin des dames, à l'endroit justement où il y a eu le problème avec le général Nivelle un peu de temps avant, et il va se prendre une balle qui va venir se loger dans son épaule droite. Sauf qu'en fait, donc forcément il tombe, sur le moment il se rend pas compte de ce que c'est, mais il y a tellement de sang partout qu'il est pris et il est évacué. Et là, en fait, au moment où il va être opéré, ils ne vont pas se rendre compte qu'il a une balle. Elle va rester logée dans son épaule pendant 6 mois. Sauf qu'en restant dans son épaule, en fait, elle va s'infecter et ça va lui déclencher une pleurésie. Alors, il est opéré une deuxième fois, on lui extrait, voilà, mais ça va être extrêmement long, son temps de convalescence. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, ce temps de convalescence-là, ça va l'empêcher de rentrer tout de suite en fonction, en fait, arriver à la fin de la guerre et de commencer son métier d'instituteur. Par contre, alors, vous avez l'inspection académique qui va l'inciter à ne pas devenir enseignant, parce que c'est tout bête, hein, mais il n'arrive pas à parler correctement. En fait, il passe des mois où il est incapable de parler. Donc la seule chose qu'il va faire, c'est quoi? Donc, il va lire. Il va lire, et comme vraiment son ambition, c'est de devenir instituteur et de changer les choses, parce qu'en fait, pour lui, dans sa tête, c'est un peu comme tous les soldats qui ont vécu ça, c'est plus jamais ça, voilà. Et donc lui, c'est vraiment le sentiment qui va l'animer, et en même temps, en s'orientant, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça soit le peuple qui amène ce changement, et que ça ne m'en revienne pas. Donc il va lire des œuvres de différents pédagogues à l'époque, alors qu'on appelle le mouvement de l'éducation nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes trop familier avec ça. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi en lisant Freinet. Hein. À l'ESP, j'en ai pas trop entendu parler. Et en fait, l'éducation nouvelle, c'est quoi? C'est un ensemble de penseurs, de pédagogues qui vont, en fait, en grosso modo, ils partent du principe que l'enfant, pour reprendre la formulation de Montaigne, hein, l'enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. Voilà. Et donc, la ligne directrice, c'est ça. Donc, ça commence avec
période de l'humanisme. Et ensuite, vous avez l'Émile de Rousseau. Je sais pas si ce texte-là, en fait, va être un texte où voilà, Rousseau va présenter des techniques différentes pour amener l'éducation. Et donc, le premier qui va vraiment s'inspirer de ce texte, donc de l'Émile de Rousseau, c'est Pestalozzi, qui va être, en fait, Freinet va vraiment s'inspirer de lui. Voilà. Pestalozzi, c'était un pédagogue suisse qui va s'occuper d'enfants issus de l'orphelinat. Et alors, il faudrait expliquer, parce que Pestalozzi, c'est très long à expliquer tout ce qu'il a mis en place, mais en gros, pour résumer sa devise, à lui, Pestalozzi, c'était l'éducation pour faire du Pestalozzi, c'était lui qui le disait, hein, pour faire du Pestalozzi, il n'y a pas de méthode en tant que telle, la priorité, c'est que vous fassiez les choses en vérité et en amour. Voilà. Alors c'est sûr que c'est très réducteur, ça veut tout et rien dire, mais dans la démarche, en fait, c'était vraiment, on est tourné vers l'enfant et on essaie de faire en sorte que ça soit de l'enfant que ça parte. Voilà. Donc l'éducation nouvelle, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de faire des enfants acteurs. Donc après, vous avez, alors Dewey et Ferrière sont deux autres grands pédagogues dont Freinet va beaucoup s'inspirer et qui sont contemporains à Freinet, puisqu'après il va avoir des échanges avec eux, il va aller les voir en conférence, eux vont venir dans son école, etc. Alors, donc là on est en 1919, donc vous voyez il profite de sa convalescence pour s'inspirer de tout ça. En 1919 il va être une première fois enseignant remplaçant, donc pendant un mois, et il va commencer en fait son carnet dans les tranchées, il l'a transformé en bouquin. Aujourd'hui c'est le seul livre qui a été réédité d'ailleurs de Freinet. C'est pas le livre le plus agréable à lire, pour être très honnête. Et en plus, c'est écrit d'une manière, c'est très... il faut s'imaginer, il est sur les champs, dans les tranchées, il n'a pas de temps, donc c'est très saccadé à lire. J'ai pas trouvé ça très agréable à lire. En plus, sur le contenu, après, il parle de sa convalescence à l'hôpital. Voilà, c'est quelque chose qui est assez lourd. Alors, je ne me rappelle plus pourquoi ils l'ont réédité. Celui-là, c'était à l'occasion il y avait un événement et... 2014, ça a été refait, voilà. Mais par contre, donc, c'est le seul qui a été réédité récemment. Voilà. Parce que quand vous cherchez un bouquin sur Montessori, vous avez toutes les rééditions que vous voulez. Quand vous cherchez un bouquin sur Freinet, c'est la croix et la bannière. Voilà. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché, je les ai quasiment tous récupérés, mais vous voyez, c'est les vieilles éditions, quoi. Voilà, c'est les vieilles éditions. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à partir de 1920 ? Donc, c'est là où il va reprendre réellement le travail, lui va être constamment en train de demander « je veux reprendre » à l'inspection académique. L'inspection académique, eux, ils sont un peu embêtés, hein, parce que pour eux, ce gars-là, il est défaillant, donc il faudrait au contraire qu'il fasse autre chose. Et vous allez voir, ils ne sont pas tendres dans les rapports d'inspection qu'il va avoir. Donc en 1920, il va participer à l'école émancipée, donc c'est un journal qui existe toujours, hein, d'ailleurs. Et donc il va faire des articles à l'intérieur. Alors les gens, ce qu'ils vont lui reprocher, c'est qu'il est gentil, lui, mais il présente l'école, mais il a à peine 1 an d'expérience dans les jambes, même pas, hein, parce que tout cumulé, ça fait même pas 1 an. Et il vient donner des leçons de morale comme ça à tout le monde. Enfin voilà, donc c'est assez mal passé, mais à sa décharge, en fait, ça a été un des premiers à traduire des pédagogues allemands. En fait, alors je n'ai pas mis les noms parce que personne ne va connaître, mais il a traduit des pédagogues allemands et il s'est servi de l'école émancipée pour expliquer la pensée de ces pédagogues allemands. Voilà. Et donc ça a été assez bien apprécié de la part du public. Alors, en 1923, il va collaborer avec un journal Clarté, pareil, ça j'en parlerai un petit peu après. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, hein, voilà ce que dit l'inspection académique. Hein. J'ai pris que des extraits. Hein, en 1920, première année où il enseigne, M. Freinet doit reconnaître que nous avons fait ce que nous avons pu pour lui trouver un poste qui lui convienne. J'attendais des résultats dans cette classe peu pénible, qu'il se demande lui-même s'il a fait ce qu'il a pu, qu'il voit aussi si la profession nous convient ou non. Alors ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est en manque de profs. C'est pas le genre de question qui serait posée, qui serait marquée. Hein. Et après, donc, un peu de temps après, M. Freinet, blessé de guerre, possède un bon ensemble de qualités moyennes et est susceptible de s'améliorer. Voilà. Ça continue comme ça. Ah non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on relit... alors ça, je le dois à Madeleine Freinet, pas Crozet, elle a failli faire l'erreur. Donc c'est le bouquin qui est en dessous de mon ordinateur, là, qui a repris, en fait, qui est allé chercher dans les archives de l'inspection académique tous les rapports, les échanges de courriers qu'il y a eu. Voilà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée quand même du personnage et de ce qu'il écrivait, ça, il l'écrit, il a 24 ans. Donc bon, ça m'a fait tilter parce que moi j'avais eu 24 ans quand on m'a parlé de lui. Et voilà. Donc l'école n'est pas le lieu où l'on apprend telle ou telle chose d'un programme défini. L'école doit être l'apprentissage de la vie et c'est ce qu'on oublie totalement. On apprend des connaissances à l'enfant, on ne lui dit même pas ce qui sert ou nuit à l'homme son frère. On ne le prépare pas à vivre en société.
Nous enseignons à l'enfant non ce qui pourrait en faire un homme, mais ce qui en fera un fidèle serviteur d'un régime. Avons-nous le droit d'imposer aux enfants un dogme capitaliste ou communiste en leur donnant une tournure d'esprit qui les empêchera de chercher la vraie loi de la société? Il faut donner la vie à nos enfants, les faire vivre, non de la vie factice et réglée d'aujourd'hui, mais de leur vie à eux. Il faut les faire vivre en République dès l'école. Voilà, lui, en fait, dans son principe, c'est, en fait, plutôt que de les rendre, voilà, d'en faire des enfants dociles. Et encore une fois, je vous invite, il faut se replonger à l'époque. C'est-à-dire que, alors, ça n'a pas trop évolué sur la salle de classe, hein, on a toujours des tables avec un tableau. Bon, il n'y a plus d'estrade par contre, enfin, normalement. Voilà, il y avait une estrade aussi à l'époque, le prof était au-dessus, on les faisait rentrer alignés en rang. Enfin, bon, on le fait toujours un peu aussi comme ça, mais il y a une discipline qui était quand même beaucoup plus stricte, beaucoup plus serrée, et on était sur de l'apprentissage par cœur, de la répétition, sans savoir s'ils avaient compris quoi que ce soit, c'était juste répète, et voilà. Donc ça a évolué quand même aujourd'hui, heureusement, mais à cette époque-là, c'était comme ça, donc d'où son côté très fidèle serviteur d'un régime, vous voyez, on répète l'histoire qui est racontée, voilà. Hein, sachant que, bon, l'histoire... c'est quelque chose qui évolue hein, avec l'ensemble des découvertes qu'on fait au fur et à mesure, donc il n'y a pas une histoire arrêtée à un moment donné. Alors, donc ça c'était pour vous donner voilà, un ordre d'idée du type de réflexion qu'il avait à cet âge-là. Là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir s'inspirer, parce que donc, du coup, il arrive dans ses classes et il ne sait pas comment faire. Donc, à l'époque, en 1921, va se créer un mouvement qui s'appelle la Ligue internationale donc, de l'éducation nouvelle. Ce sont tous ces penseurs de l'école nouvelle, un peu différents, donc, que vous trouvez en Allemagne un peu partout, qui vont se rassembler et qui vont créer des congrès. Et donc ils vont se réunir, alors c'est pas tous les ans, je crois qu'il y en a eu 7 qui se sont tenus avant la Seconde Guerre mondiale, qui vont se réunir et vont essayer de penser à le type d'école, de pédagogie qu'il faut avoir pour demain, voilà, et orienter sur ce côté éducation nouvelle, dans la même logique que Freinet, c'est-à-dire plus jamais ça, ce qui a été vécu avec la Première Guerre mondiale, on ne veut plus que ça arrive, donc ces gens-là se disent c'est par l'école qu'il faut insuffler le mouvement de manière à ce qu'on ne recommence pas. Bon, on peut se dire que c'est un peu raté, hein, vu ce qui s'est passé après. Alors je vous ai mis Krupskaya, ça c'est la femme de Lénine, puisqu'en fait, alors ça c'est en 1900, alors lui va assister au congrès de 1923, le premier congrès où il va se rendre, 1923, et en 1925 il va faire un voyage en URSS pour aller observer, parce que là c'est le mouvement communiste, et donc ses idées très proches à gauche vont le faire apprécier le communisme, hein, tout simplement, et il veut aller voir ce qui se passe en URSS, comment ça se passe. Parce que là-bas, vraiment, en fait, il faut que vous imaginiez qu'avant la révolution bolchevique, l'école, c'est un système de caste, avec grosso modo les personnes de la classe bourgeoise, hein, seulement les enfants de la classe bourgeoise vont à l'école. Voilà. Vous avez 50 à 60% de la population qui est analphabète, et l'objectif du régime bolchevique, c'est de faire en sorte que tout ça se casse. Donc ils vont complètement défoncer, excusez-moi pour le terme, mais c'est vraiment ça, le système scolaire tel qu'il était, et essayer de créer un système scolaire plus orienté prolétaire. Voilà. Et donc c'est ça qu'il veut aller voir, il veut l'observer. Alors il va adorer ce qu'il va voir, hein. Ce qu'il lui va trouver là-bas, ça va vraiment lui plaire, et il va faire qu'un seul voyage en URSS, donc il le fait en 1925, et après dans tous les écrits qu'il va laisser, il s'inspire beaucoup de ce qu'il a vu. Voilà, hein. Il faut savoir qu'au fur et à mesure, ça a évolué quand même, le régime bolchevique. Voilà. J'en reparlerai un peu après. Donc voilà, il cherche à s'inspirer, il cherche à trouver des techniques qui vont lui permettre de trouver des moyens pour ses élèves qu'il a en classe en face de lui. Et donc ça, c'est ce qu'il écrit en 1925. Donc, mais quand je me retrouvais seul dans ma classe en octobre suivant, 1923, pardon, c'est juste après le congrès de la Ligue, en classe en octobre suivant, sans soutien et sans l'appui moral des penseurs que j'admirais, je me sentis désespéré. Aucune des théories lues et entendues ne pouvait être transposée dans mon école de village. Voilà, les enfants, en fait, faut que vous imaginiez que les enfants de ces pédagogues-là sont des enfants souvent milieu aisés, qui ont des moyens, qui ont de l'argent, et du coup, pas du tout ce qui est son cas à lui. Son cas à lui, c'est une petite école, alors Bar-sur-Loup, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, à Bar-sur-Loup en 1920, donc petite école de village avec des paysans. Le matériel que vous leur apportez, vous ne pouvez pas amener quelque chose qui coûte de l'argent parce que il va casser, vous voyez, donc c'est très très compliqué. Et donc tout ce qui est montré par Montessori, De Crowley, etc., mais en fait, pour lui, c'est pas applicable. Et donc quand il arrive dans sa salle de classe, il est déprimé parce que tout ce qu'il a vu, entendu, ça sert à rien. Donc,
Force m'était de revenir aux outils et aux techniques traditionnelles, de faire des leçons que nul ne comprenait, de faire lire des textes qui, même s'ils étaient simples, ne signifiaient rien dans le devenir éducatif des enfants. Donc papa a ri, tata a raté le rôti, la poule, la picorella. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire picorella? Voilà. Madame Montessori et le docteur de Crowley étaient médecins, les psychologues suisses étaient avant tout des penseurs, Dewey était philosophe. Ce n'étaient pas eux qui grattaient la terre ou allaient germer la semence, ni qui avaient mission de buter et d'arroser les jeunes plants, en les accompagnant avec sollicitude jusqu'à la fructification. Et là, vous voyez, c'est ce lien à la paysannerie encore, toujours en fait, qui va toujours revenir. Ils laissaient obligatoirement ce soin aux techniciens de base qui, faute d'organisation, d'outils et de techniques, ne parvenaient pas à traduire leurs rêves en réalité. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, c'est vraiment son désarroi, quoi, parce qu'en fait, c'est inapplicable. Et ce qui va se passer, donc, alors, première des choses, c'est qu'il est pas bien formé, parce qu'en fait, la guerre éclate, et donc sa formation d'enseignant n'est pas terminée. Et donc, il n'a pas le CAP, donc c'est le capacité d'aptitude professionnelle, certificat d'aptitude, voilà, comme le CAPES en fait aujourd'hui, hein, c'est ça. Donc il n'a pas son CAP. On lui reproche d'ailleurs dans les rapports d'inspection. Et il va obtenir son CAP parce qu'il est blessé de guerre en fait. Parce qu'il est blessé de guerre, on lui accorde le fait de le valider. Voilà. Ça c'est marqué, hein, c'est écrit noir sur blanc par l'inspection académique. Et donc la première des choses qu'il va faire, c'est travailler sa posture. C'est-à-dire, quand il arrive devant la salle de classe, comment il considère les élèves. Voilà. Et c'est ça qui va un petit peu changer la donne dans son approche. C'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que lui, c'est un sachant qui sait. Il va regarder les jeunes en les écoutant, en les observant. Alors, je fais une petite aparté par rapport à moi, mon parcours. C'est un peu ce que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la salle de classe la première fois, j'ai reçu plein de conseils de « faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre les carnets, la moindre question ». Je suis enseignant en physique-chimie quand même. Hein. La moindre question qu'ils ont, tu bottes en touche ou tu mets des mots dans le carnet ou tu exclus si jamais ils insistent. Parce que si la question n'est pas dans le programme ou elle n'est pas dans la séquence de cours, tu envoies, ça va être une faille et tu vas avoir ta séquence qui est défendue. Enfin, c'est véridique ce que je vous dis, hein, c'était mon tuteur qui m'a mis ça. Hein, voilà. Alors, j'ai peut-être eu un cas particulier, hein, mais dans son rapport d'inspection, à la fin d'année pour évaluer mon travail, il a marqué que je m'étais rendu compte à quel point c'était compliqué de travailler avec du matériel vivant. Et il parlait des élèves. Hein, donc, moi, ce qui m'a quand même choqué, c'est que c'est écrit dans un rapport d'inspection académique et que ça ne l'a pas choqué, lui, d'écrire ça. Quoi, donc, voilà. Alors, attention, hein, je précise, hein, c'est un tuteur que j'ai eu moi. Hein, je ne dis pas que c'est l'ensemble des enseignants qui sont comme ça. Hein, d'accord, je veux préciser. Hein, et en tout cas, ça m'a fait bizarre de lire ça. Vous voyez, je suis jeune prof, je trouvais ça étonnant. Et donc, en fait, j'ai beaucoup observé mes élèves, moi. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de comprendre aussi le contexte dans lequel ils vivaient. Alors, je me suis farci d'écouter les musiques qu'ils écoutent, les vidéos qu'ils regardent. Parfois, je me suis fait saigner les oreilles. Hein, voilà. Mais en fait, ça m'a permis de comprendre qui ils étaient. Sachant qu'à la base, je ne voulais pas du tout être enseignant. J'ai fait une formation en marketing. Et en fait, en marketing, c'est un peu ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on étudie sa cible, hein, on étudie son client. Et c'est ce que j'ai cherché à faire là, en fait. C'est-à-dire que j'ai essayé d'étudier, de comprendre quelles étaient leurs attentes. Et lui, en fait, c'est ce qu'il va faire. Et donc, en lisant, ça, ce sont ses mots, hein, juste après les phrases que je vous ai lues avant. Mais alors, le maître ne sera plus omnipotent. Il faudra qu'il subisse les observations et les remontrances de ses élèves s'il les a méritées. Il faudra qu'il apprenne à les regarder, non avec ses yeux d'homme, mais avec des yeux d'enfant. Et qu'il ne soit parmi eux tous que l'enfant meilleur qui s'impose comme exemple et comme guide dans la République nouvelle. Il nous faudra lutter longtemps avec nous-mêmes pour arriver à cela. Bon, c'est très idéal, hein. C'est très idéal, hein, parce qu'en pratique, vous arrivez dans la salle de classe, vous en avez deux qui sont en train de se taper dessus, même si vous pensez être exemplaire, faut gérer la situation, hein, et c'est pas en parlant que ça va se régler, hein, donc voilà, c'est très idéalisé. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose, il faut le remettre dans son contexte. Lui, ce sont des enfants de paysans dont il s'occupe. Voilà. J'en parlerai un petit peu après, parce que vous allez comprendre, ça change la donne quand ce sont des enfants de ville. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout simplement, il va faire du tâtonnement expérimental. Alors, pourquoi j'ai mis une fenêtre ? Tout simplement parce que du fait de son problème de santé, il faut vous imaginer en octobre, les poêles à bois tournent. Hein, dans la salle de classe, il n'y a pas de chauffage central, c'est du poêle à bois, donc l'air est assez vicié, hein, donc, avec de la fumée partout. Donc lui a énormément de mal à respirer. Les élèves se chahutent comme c'est pas possible, il n'arrive pas à leur gueuler dessus, hein, littéralement, c'est ça en fait. Hein, il n'arrive pas à les cadrer, il n'arrive pas à avoir l'autorité nécessaire.
Les rapports d'inspection sont là pour le dire aussi, hein, pas assez d'autorité du maître, pas assez d'autorité. Donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Déjà, il commence par ouvrir les fenêtres pour aérer, puis il commence à regarder dehors, et en fait, ils finissent par on sort. Voilà. Et en fait, ils sortent, et il va commencer à organiser les classes promenades, ce qu'on appelle les classes promenades. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se rend compte que déjà, ça canalise ses élèves, parce qu'en fait, le fait de marcher, ils font autre chose. Et puis, lui, ça lui fait du bien aussi de respirer, parce que son problème de poumon n'en aidant pas justement, ça va lui faire du bien. Donc c'est gagnant-gagnant, et pour lui et pour les élèves. Et en fait, pendant tout le parcours, ils vont poser plein de questions, ils vont s'intéresser à plein de choses. Et en fait, c'est ce qui va faire que lui va se servir de ces questions-là, d'où la remarque de l'instit que j'avais moi à l'ESP qui disait, il part des questions des élèves. Effectivement, en fait, il est parti de leurs observations directes, du milieu dans lequel ils sont, et à partir de là, en fait, quand ils revenaient en classe, il faisait un compte-rendu de tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient touché du doigt, et ensuite d'un travail derrière de recherche sur, on va creuser les questions où on n'a pas de réponse. Voilà. Alors, je vous propose juste de l'écouter, parce qu'en même temps, vous allez voir que c'est quelqu'un du Sud. Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé, et notamment, je ne pouvais pas parler. Surtout, pas parler dans une salle de classe. Et alors, j'ai cherché les solutions, j'ai tâtonné longtemps, j'ai fait des expériences. Je prenais l'après-midi mes gosses, leur faire le tour du village où on allait, en passant, regarder le boulanger, ou bien regarder le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Et alors à l'issue de ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, son compte-rendu, ça ne suffit pas, parce que donc c'est beau, ils ont fait un compte-rendu au tableau, là, ils sont repartis avec, sauf que le lendemain, ils ont quasiment tout oublié. Voilà. Et lui, il se dit, mais il faut que je trouve une solution, parce que c'est une chose de leur transmettre un contenu et de parler, mais s'ils retiennent rien, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à quoi? Et en fait, c'est là qu'il va amener son innovation un peu majeure, c'est qu'il se dit, on va l'imprimer. Donc, mais à imprimer à l'ancienne, c'est-à-dire c'est pas j'imprime aujourd'hui avec l'ordinateur, c'est il faut préparer son texte, c'est de la lithographie, c'est-à-dire on prépare son texte, si on veut faire une image, il faut la graver sur du bois pour ensuite la peindre à l'encre et avec une presse, voilà. Et donc c'est ce qui va se passer, donc c'est là que naît en fait l'imprimerie à l'école. Alors, voilà, toi. Et alors à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Et c'est là que je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie, de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer, et le lire ensuite en imprimé. Et alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Nous avions déjà 2 imprimés à lire, et des imprimés qui signifiaient quelque chose, qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. Alors, nous avions déjà réalisé l'intérêt des correspondances interscolaires telles qu'ils continuent à être assurés. Et le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études, et l'instituteur s'intéressera également à son travail. Dans l'idée, c'est ça qu'il va mettre en place, et surtout, vous avez entendu derrière, la correspondance interscolaire. En fait, c'est à ce moment-là qu'elle devait déjà certainement exister. Mais c'est lui, en fait, qui va commencer à l'instituer, et il va trouver des instituteurs qui vont être d'accord. Et sachant que comme il publie, rappelez-vous, il publie dans l'éducateur émancipé, tout ça, en fait, va faire que les gens vont le connaître, il va en parler, et du coup, moi aussi, j'ai envie d'essayer, voilà. Et ça part, en fait, comme ça. Et dernier point, donc la libre expression, vous avez entendu, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser les enfants publier le texte. Alors, il leur travaille avec eux, mais c'est-à-dire qu'ils vont aborder les thèmes dont ils ont envie de parler. Donc, c'est eux qui décident. Voilà, et c'est pour ça qu'on est vraiment sur le côté, c'est l'enfant qui amène. Voilà. Et donc, un aller-retour après avec l'enseignant sur on retravaille le texte. Juste pour terminer, donc, ce qu'il explique sur la libre expression. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin, en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. Notre méthode est essentiellement coopérative.
C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. Élise, en fait, là, ce qui va se passer, donc là, je vous ai présenté ce qu'il avait découvert avant de rencontrer sa femme. Alors, sa femme, d'ailleurs, la rencontre se fait... alors, Élise, elle, est née dans une famille de 6. Elle est la 4e, je crois. Vous l'avez ici, là, elle est au milieu. Alors, elle est née en 1898 dans un village à Val-Louise. Alors, je ne sais pas si j'ai mis une carte pour vous montrer où c'est. Hein, en dessous de Briançon, là, on est ici. Et ce qui je trouve comique, c'est que ses parents vont être nommés instituteurs, après, juste en dessous, dans un village en dessous, qui s'appelle Vars. Donc, Freinet est née à Gars, elle est à Vars, c'était assez marrant, je trouvais. Voilà. Et elle, donc, va grandir à Vars, dans un milieu instituteur. Donc là, ça change de décor. Par contre, ses parents étaient fils de paysans. Enfin, vous en doutez, à cette époque-là, c'était un petit peu ça. Et c'était toujours la même logique, c'est-à-dire, vous êtes instituteur pour vous en sortir et avoir une meilleure vie. Et alors, elle, Élise, va très tôt s'intéresser aux enfants, et donc tout l'aspect marxiste, communiste, vous voyez, elle est très sensible à ça, et alors sans avoir fait la guerre, hein, parce qu'elle n'est pas allée faire la guerre, mais elle est très sensible à ça, et elle veut vraiment, en fait, aider l'enfant du peuple. Alors, je vais vous montrer... alors, j'ai oublié de le préciser au début. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup d'insertions de textes, en fait, pour vous donner leurs mots, en fait, leurs paroles, hein, pour vous expliquer ce qu'ils décrivent. Hein. Donc là, c'est elle qui va parler. Je ne sais pas si l'on peut vivre avec le seul appui d'un idéal, mais je sais qu'il vaut la peine qu'on lui fasse des sacrifices et que sans lui, la vie serait peu de choses. Moi, qui suis sans amour et qui ai si souvent le désir de vivre ma vie, je préfère le vide de mon cœur à l'esclavage des sentiments. Alors ça, je vous ai mis cette partie-là, c'est intéressant parce que peu de temps après, elle va rencontrer Freinet et voilà. Mais c'est assez simple, c'est parce qu'en fait, cette notion d'idéal, elle est très importante pour elle, parce qu'en fait, et c'est pour ça elle le dit d'ailleurs après, hein, je ne l'ai pas mis, mais c'est pour ça qu'elle se marie avec Freinet, parce qu'en fait, elle retrouve chez lui cet idéal, en fait. Ils sont liés, en fait, au moins sur le côté idéalisme. Elle fait peur à ses parents, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'elle est très... elle s'intéresse à tout ce qui se passe en Allemagne, mais au niveau du côté très à gauche de la politique, hein, du communisme, et donc les parents sont un peu inquiets parce qu'eux sont à gauche, mais pas trop non plus, quoi. Donc c'est un peu, ça crée une situation des fois un peu conflictuelle. Et il ne faudrait jamais regretter les luttes et la misère puisqu'elles sont la rançon de notre affranchissement. Rarement les humbles qui ont souffert se trouvent désarmés devant la vie et les meilleures leçons de courage nous viennent toujours des prolétaires. Vous voyez, il y a ce goût pour le peuple, en fait, hein, tout simplement, hein, les personnes d'en bas. Hein, voilà. Donc, elle va le rencontrer grâce à une correspondance qu'elle va entamer, parce qu'elle s'est abonnée à la revue Clarté. Vous voyez qu'il a commencé en partenariat en 1923, elle s'y inscrit en 1924, et au final, elle adore ce qu'il écrit, il explique ce qu'il fait avec l'imprimerie, ça lui parle parce qu'elle, à ce moment-là, est institutrice, donc elle veut tester avec ses élèves, elle lui écrit, il lui répond, et en fait commence un important échange de courrier entre eux. Alors il faut savoir aussi qu'ils se sont vus 2 fois avant de se marier. Hein. Ils se sont vus une fois à Grenoble, à la gare de Grenoble, chaque fois c'est dans une gare, la gare de Grenoble et la gare de Lyon. Voilà. Et donc en fait, ils se voient 2 fois et finalement la 3e fois ils se marient. Mais par contre, il y a un échange de lettres monstrueux entre eux, quoi. Donc c'est-à-dire que en fait, ils se sont plus vraiment sur le côté idéologique, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment sur cet aspect-là. Donc en 1926, ils se marient. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, quand elle est institutrice, elle décore sa salle de classe avec ses peintures et les dessins qu'elle fait. Et ça, en fait, l'inspecteur va le remarquer et va lui dire qu'elle a un talent, qu'il faut absolument qu'elle exploite ce talent-là. Donc, sur conseil de l'inspecteur, elle va aller continuer des études de dessin, d'art de manière générale, hein, parce qu'après elle va faire de la gravure, etc. Mais elle va continuer ses études d'art plastique sur Paris. Donc elle va demander un congé qui lui est autorisé automatiquement parce que c'est l'inspecteur qui fait en sorte que, voilà, et elle va se former. Et il faut savoir en fait qu'elle va... Alors Freinet est très ami avec Charles Pathé, un des
Cinéma Pathé, le fondateur des cinémas Pathé. Alors à cette époque-là, Charles Pathé est déjà rentier, donc lui c'est sur son temps libre. Et lui va dire à Élise qu'elle est complètement folle de s'embarquer dans les affaires de Freinet parce que ça rapporte rien et qu'elle a un talent qu'il faut absolument qu'elle exploite. Et donc il va l'inciter à faire des gravures pour les bouquins. Et elle va gagner le prix Gustave Doré, donc avec ce livre de Marion Gilbert, là, Le Joug. Alors je sais pas, j'ai pas retrouvé en fait la gravure qu'elle a faite et qui lui a fait gagner ce prix, donc j'ai pris l'image du bouquin voilà, telle qu'elle était à l'époque, mais je ne sais pas, je n'ai pas retrouvé le dessin. Mais en tout cas, elle va gagner ce prix, ce qui va lui faire une petite somme d'argent, a priori, puisqu'ils ont pu bien vivre, c'est ce qu'ils disent, grâce à l'argent qu'elle avait gagné sur ce prix-là. Parce que lui, il faut savoir que tout son salaire de prof, d'instit, part dans l'achat matériel. Il faut savoir que lui, il est enseignant, donc il est logé, donc la mairie le loge, et le salaire qui lui reste, c'est pour se nourrir, se vêtir, puis faire ce qu'il veut avec. Et donc cet argent-là, il le met à profit de ses élèves dans ses classes. Et également pour lancer autre chose qui s'appelle la coopérative d'imprimerie à l'école. Et en fait là, il va regrouper les instituteurs qui vont être intéressés de la France entière. Et en faisant ça, c'est à partir de là où il va créer donc, les bulletins d'après. Alors, je vous ai mis un listing, je ne vais pas rentrer en détail de tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut vous dire qu'il a vraiment produit une quantité de choses astronomiques où il a été à l'initiative, où il a participé. Parce qu'après, en fait, cette coopérative-là, autant elle a commencé avec 2 enseignants, donc lui, un instituteur de Villeurbanne, ça a commencé comme ça, en fait, la correspondance entre classes. Le début de l'imprimerie, c'est ça. Et puis l'année d'après, ils sont 4, puis l'année d'après, ils sont 20, puis l'année d'après, ils sont 150. En fait, voilà, et ça prend, en fait, c'est un phénomène qui est un petit peu contagieux. Il fait même des films. Alors, j'y viens, puisqu'en fait, son but, c'est quoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, je reviens sur ce que m'avait dit le professeur de l'ESP en me disant c'est l'imprimerie à l'école. Mais en fait, c'est très réducteur l'imprimerie parce que quand on s'intéresse et qu'on lit, il a cherché, d'ailleurs il l'a dit, je ne sais pas si vous avez fait attention quand il a parlé, il le dit, il a cherché un outil en fait. Et l'imprimerie s'est avéré être l'outil du moment. Voilà. Je me pose la question à l'heure actuelle, ce serait quoi l'outil? Je pense que c'est plus que l'ordinateur. Je pense que c'est plus que l'ordinateur, ouais. Et en fait, voilà, à ce moment-là, l'outil qui fonctionne, c'est celui-là. Et encore une fois aussi, il faut se rappeler que c'est des enfants de paysans. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'ils ont dans leur environnement, c'est la paysannerie, c'est-à-dire le même milieu dont lui est issu. C'est pas la ville, c'est-à-dire que l'électricité n'est pas là encore. Et il y a encore toutes ces choses-là. Et donc, il faut vraiment se replacer dans ce contexte-là. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai commencé à étudier Steiner, il faut se replacer dans le contexte historique. On ne peut pas comprendre Steiner si on ne se place pas dans le contexte historique. Si je le lis avec aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein de trucs... c'est farfelu, voilà, c'est farfelu, à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut se remettre dans les connaissances de l'époque, dans le contexte de l'époque, et comprendre qu'en fait, c'est du tâtonnement expérimental. Avant d'être de la défense ardente de façon de fonctionner, voilà. Donc, plein de choses vont se créer. La gerbe, c'est tous les textes d'enfants qui, en fait, au début, ils sont assemblés ensemble avec des vis. Alors, ils appellent ça le livre de vie, mais les enfants appellent ça le livre de vis parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc, ils impriment, d'ailleurs, sur les feuilles qu'ils utilisent, c'est les tracts électoraux. C'est les tracts électoraux. Alors, au début, ça crée de la confusion, mais... Voilà. D'accord. Ah ben... Et en fait, ils appellent ça des livres de vis parce que pas de sous, donc ils accrochaient avec des vis qu'ils vont trouver, des vis et des boulons, là, ils vont accrocher ça comme ça. Ça se transforme en La Gerbe. Alors La Gerbe, c'est un magazine où ils vont rassembler tous les textes des enfants et ils vont le publier et le vendre et le diffuser dans toute la France. En fait, son idée, c'est on enlève les manuels scolaires et ce sont les enfants qui créent leur support de cours. Voilà. Ça va être ça. Le fichier scolaire coopératif, alors là, sans trop rentrer dans le détail, mais grosso modo, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre des cahiers de vacances, ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire que ça n'existait pas à cette époque-là. À cette époque-là, c'était des manuels très... généraux, voilà. Là, il invente des choses qui sont un peu plus centrées sur l'enfant, voilà. Ce qui aujourd'hui existe. C'est pour ça, je vous dis, il faut vraiment le remettre dans le contexte de l'époque. L'ABT, alors ça, je vous en ai amené des exemplaires, c'est grâce à Jacques. Voilà, en fait, ça va être des petits magazines comme ça, sur des thèmes à chaque fois. J'en ai pris un sur la pêche, voilà, sur l'histoire de la pêche. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un travail qui a été fait. Alors, la personne qui va prendre ça en charge, c'était un directeur, attendez, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'était le directeur à niveau national de l'Office de documentation historique et archéologique. Voilà. Et c'est lui qui a l'initiative de ça avec Freinet. Et donc en fait, vous allez avoir des centaines d'exemplaires comme ça qui vont être publiés, où en fait, dans l'idée, c'est dans chaque école,
vous allez avoir cette BT. Alors j'imagine que les enseignants ont dû travailler avec ça. Bibliothèque de travail. C'est-à-dire quand les enfants ont une question, par exemple ils ont une question sur la pêche, ils vont chercher le petit ouvrage et à l'intérieur, alors pareil, le premier il sort en 1938, donc vous voyez, mais c'est déjà très aéré en termes de police, quand on regarde, ça respecte déjà pas mal de normes au niveau de la dyslexie. Et donc à chaque fois c'est illustré autant que faire se peut avec les moyens de l'époque. Hein. Aujourd'hui on n'en est plus là, mais c'est quand même assez intéressant dans la démarche. Et quand vous regardez les connaissances qui sont à l'intérieur, c'est pas du tout démodé. Par exemple, il y en a un sur le Vaucluse, il y a vraiment un travail de recherche de qualité qui a été fait derrière. Voilà. Ça existe toujours. Et ça existe toujours. Et d'ailleurs, vous pouvez les trouver en téléchargement gratuit, PDF, sur le site de l'ICEM. J'en parlais après. Voilà. Donc on continue, alors il y a le dictionnaire des enfants aussi, voilà, et le cinéma, donc ça va être un des premiers à introduire le cinéma dans les salles de classe. Ils vont filmer les enfants et dans la correspondance interscolaire, en fait, ils vont s'échanger des vidéos. Là on est au début du cinéma et comme Charles Pathé croit en ce qu'il fait, il lui prête ou donne le matériel pour le faire. Voilà, donc les caméras, tout le matériel Pathé Baby, en fait, ça va être mis à disposition dans les salles de classe pour Freinet. Et après, donc, avec sa coopérative, non seulement ils vont vendre tous les supports qu'ils créent, et en plus, ils vont vendre donc, des imprimantes, façon de parler, hein, les imprimantes avec les lettres, etc., tout le matériel, mais aussi des caméras. Et chaque année, en fait, va se créer donc, le congrès de l'imprimerie à l'école, où là, vous avez tous les instituts intéressés, ils choisissent une ville en France, et ils vont se réunir là pour échanger sur les pratiques. Voilà. Parce que Freinet, c'est vraiment ça, c'est qu'il instille ce côté, aujourd'hui on dit feedback, hein, en anglais, commentaire, en fait. Donc, ils vont essayer, les essais-erreurs que chacun va avoir fait, les retours de chacun, le retour d'expérience de chaque enseignant va être pris en considération pour faire évoluer les techniques. Et ça, à chaque fois, c'est ce qui va être mis en place, en fait, dans le congrès. Alors, jusqu'à présent, il était à la ville de Bar-sur-Loup. La coopérative, en fait, prenant de la place, parce que tout ça, il faut vous imaginer, ça fait du stock. Moi, je peux en parler, hein, avec tous les carnets qu'on fait, ils sont stockés à la maison, ça commence à prendre de la place, vous voyez. Donc lui, c'est un peu la même chose, son problème, c'est qu'il va commencer à manquer de place. Et surtout, sa femme, qui en fait était en congé, se retrouve sans salaire. Il n'y a plus d'argent du prix Gustave, c'est passé à la trappe, tout ça. Et donc, elle aimerait reprendre, parce que tout l'argent qu'ils gagnent, pour leur foyer, se retrouve dans la coopérative. D'ailleurs, il y a très souvent, on retrouve des lettres où il envoie des lettres aux abonnés en disant « Vous participez, c'est bien, mais c'est pas assez. » quoi. Et, alors, à chaque fois, il met « nous » aussi, alors qu'en fait, c'est lui. Il pourrait écrire « je ». C'est lui qui finance personnellement avec son argent. Et en fait, à chaque fois, dans toute l'histoire de sa vie, il est toujours en mode banqueroute presque. Quoi. En fait, il est toujours sur le fil du rasoir à chaque fois. En fait. Et tout au long de sa vie, ça va être comme ça. Donc à Saint-Paul-de-Vence, là, il change d'école. Donc là, on est en 1928. Donc il est resté 8 ans à Bar-sur-Loup. En 1928, il passe à Saint-Paul-de-Vence. Alors là, changement de décor. Déjà, il arrive, les toilettes sont cassées. La salle de classe, c'est une salle pour 27 élèves. Il en a 48 la première année. Il y a à peine 40 assises pour les enfants. Donc là, va commencer à s'installer, pas dire des tensions, mais il va commencer à s'en prendre un peu à la mairie, parce que c'est la mairie qui est responsable de tout ça. Sauf qu'en fait, la mairie ne fait pas grand-chose, quoi. Donc plainte sur plainte à l'inspection, à la mairie, et ainsi de suite. Et donc pendant plusieurs années, c'est ce qui va se passer, en fait, un échange de lettres, de courrier. Alors de temps en temps, la mairie refabrique un banc, donc il le ramène, mais il n'est pas peint, donc c'est les élèves qui vont le faire. Donc voilà, ça va se passer un petit peu comme ça, et il y a des tensions qui vont un petit peu monter. Petit retour en arrière, en 1926, avec sa femme, ils se marient, et ils vont adhérer au Parti communiste français. Je pense que ça a provoqué parce qu'à partir de ce moment-là, il se fait surveiller. Et dès qu'il arrive à Saint-Paul-de-Vence, alors j'ai pas de preuve de ça, mais il semblerait que la mairie ou une personne un peu importante de la mairie avait un ami dans la Sûreté nationale à Nice, et donc le commissaire de la Sûreté nationale à Nice va se mettre sur son dos, sauf que lui, il ne sera pas au courant de ça. Ça, c'est Madeleine Freinet, c'est Madeleine Freinet qui va le découvrir par la suite, en fait, en sortant les documents. Et elle va découvrir que il est suivi, en fait, et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il fait, en fait, il y a des échanges entre le ministère, entre le ministère intérieur, le ministère de l'Éducation nationale, les inspecteurs, voilà. Donc il y a tout un échange, et il est vraiment sous surveillance. Voilà.
Fort à parier que donc c'est à Saint-Paul-de-Vence. Pourquoi? Parce que déjà, il est emmerdant. L'ancien prof, lui, il faisait pas suer. Hein. Il s'était adapté avec les toilettes cassées et tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'il faut s'embêter, quoi? Donc qu'est-ce qui nous emmerde, quoi? Voilà, en gros, c'est ça. Hein. C'est ce qui va se passer. Et en fait, ça va monter progressivement crescendo en conflit. Parce qu'en plus, l'inspection académique, parce qu'eux, ils migrent à Saint-Paul-de-Vence parce que 2 postes se libèrent. Et donc, ils pensaient que et lui et sa femme seraient pris sur les 2 postes. Donc c'était parfait pour eux, sauf qu'en fait l'inspection académique refuse que ce soit sa femme qui soit mise avec lui. Du coup il lui propose des postes ailleurs, à Vence, voilà, dans d'autres villages, mais jamais à Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Et ça ils ne comprennent pas trop pourquoi. Bon pareil, je pense que c'est leur adhésion au parti communiste, hein, parce que ça va leur faire du mal. Hein. Ça va vraiment leur faire du mal. Et puis en fait ce qui va se passer, c'est que 1933, le niveau de pression est tellement important, on va se retrouver dans les rues de la ville, donc la municipalité et les bourgeois du site, qui n'ont même pas d'enfants dans l'école, hein, il faut quand même le préciser, voilà, parce qu'eux ils sont dans d'autres écoles, voilà, souvent privées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont placarder dans la ville des textes que les enfants ont écrits. Et là, bon, moi je pense que c'était une erreur, hein. Après ça a été une erreur peut-être de sa part, mais la libre expression de l'enfant, il l'a poussé vraiment loin parce que, en fait, il y a eu un texte. Alors, sur les 300 textes qui ont été publiés par l'école, il n'y en a que 3 qui posaient problème, dont un, en fait, où l'enfant parlait. Alors, le titre, c'était Mon rêve, et il expliquait qu'il avait rêvé qu'il avait tué le maire et qu'ils avaient remplacé le maire par Freinet. Voilà. Sauf que ce qui va se passer, c'est que, ça, c'est placard. Il avait été édité, si. Il était dans le livre de vie de la classe, et en fait ça avait été sélectionné, donc ils avaient tout épluché, tous les textes, toutes les phrases qui pouvaient montrer quelque chose contre la municipalité ou contre les habitants de Saint-Paul, qui étaient contre lui en fait. Et donc ça va être placardé dans la ville en disant, vous voyez, en plus il est communiste, donc il a sa carte au parti communiste, donc ça fait monter la pression, et vous allez avoir un clan, en fait, un clan anti-Freinet, un clan Freinet. Alors le clan Freinet c'est simple, hein, ce sont les parents d'élèves, hein. En fait, ce sont les parents d'élèves qui sont là en mode « mais non, il a des méthodes, jamais il parle de communisme dans la classe », ce qui est vrai, parce que lui, à chaque fois, le dit. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il l'avait dit dans un des textes là, au début, en classe, il est hors de question de faire de la politique de parti. C'est hors de question. On fait de la politique parce qu'en fait, c'est la vie de la cité, avec des enfants, c'est obligé de faire. En fait, on fait de la politique dès qu'on est devant eux. Mais par contre, pas de politique de parti, hors de question. Et ça, les enfants et les parents l'ont attesté. C'est-à-dire que c'est effectivement dans les textes qu'eux vont écrire, on ne le voit pas. Alors, à quel niveau c'est, je ne sais pas, parce que c'est sûr que quand on est dans la classe, on peut observer. Mais là, à travers les textes, on ne retrouve rien. Et ce qui va être mis en avant par la municipalité et la classe bourgeoise, alors je dis la classe bourgeoise pour simplifier, mais il y a plein de monde là-dedans, il y a plein de monde, les notaires, vous voyez. Et en fait, ils vont inciter la population à éjecter Freinet et sa femme de la ville. Et le 24 avril 1933, en fait, vous avez carrément, ils ont prévu d'enfoncer la porte de l'école, de sortir les élèves et de l'éjecter. Et ça en est même arrivé à un stade où, en fait, ils voulaient le tuer. Voilà. Lui apprend ça parce qu'en fait, dans la municipalité, il y a un seul élu qui est favorable à ce qu'il fait, qui va l'informer la veille et lui dire ils vont arriver et ça peut très mal se terminer. Donc il va arriver le 24 avril avec son revolver, parce qu'il a un revolver qui est chargé, et donc ils vont faire tout un manège. Il va s'enfermer dans l'école avec les élèves pour essayer de faire classe, sauf que ça ne va pas être possible parce qu'en fait les bruits, les anti-Freinet vont balancer des cailloux par les fenêtres, donc casser les vitres de l'école. Enfin, voilà, il y a vraiment une tension qui est assez importante. Ils font venir un inspecteur académique pour essayer de régler le problème. D'un côté, Freinet, lui, qui veut montrer, mais ce que je fais, est-ce que c'est mal? Parce qu'il est clair que tous ces rapports d'inspection disent il a des méthodes qui sont surprenantes, mais qui ont l'air de marcher. Donc l'inspection académique, jamais ne va lui dire ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ça qui est intéressant quand même. Et par contre, la mairie, tout ce qui est derrière, eux vont pousser à ce qu'ils partent. À un moment donné, ça arrivait tel qu'il sort dans la cour avec son revolver chargé et il le montre aux autres en disant il y en a un qui rentre, vous savez ce qui va se passer. Voilà. Et ça s'achève en fait. L'inspecteur académique va parlementer avec lui, va lui promettre certaines choses, notamment donc lui doit il va être en congé jusqu'à la fin d'année, parce que ça arrive en avril. Alors la fin d'année, à la base, à l'époque, c'était jusqu'en juillet, ça finissait en fin juillet. Et donc là, en fait, ils le mettent en congé d'office, le temps de trouver une solution. Lui, il refuse,
Le seul problème, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'il va dire, j'ai été tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait sa femme qui était au balcon en plus à surveiller, enfin un peu à narguer la population aussi. Hein. Elle était en haut en mode non, on partira pas, quoi. On est là, on reste là. Et ce qui va se passer donc, c'est qu'il n'y a aucun instituteur qui arrive pour le soutenir. Et là, en fait, il se sent complètement seul et il va dire d'accord. En fait, il va accepter. Et d'ailleurs, dans plein de courriers après, hein, il va le dire. Il y a aucun n'est venu me soutenir le jour où il fallait me soutenir. Le jour où il y avait le combat, il fallait être là. Parce qu'après, ils sont arrivés après. Il dit après, c'était trop tard. Là, il s'est retrouvé à abdiquer. Pourquoi? Parce qu'il était tout seul avec sa femme, en fait. Avec les enfants et les parents d'élèves qui étaient dehors. Mais c'était insuffisant, en fait. C'était insuffisant par rapport à l'administration. Donc, il va se retrouver mis en congé. Et alors, forcément, la municipalité, eux, ils sont contents hein, parce qu'ils se sont débarrassés du trouble fait. Et lui, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va se servir de son congé. Il va demander un congé longue maladie, en fait, par la suite, qu'il va renouveler. Alors, il avait le droit, parce que comme c'était un blessé de guerre, il y avait une circulaire qui leur autorisait, les enseignants blessés pendant la guerre, à prendre jusqu'à 2 ans en plein traitement. C'est-à-dire 2 ans d'arrêt maladie en plein traitement. Donc, il a touché son plein traitement pendant 2 ans. Et il va se servir de ces 2 années. Il va avoir plein de propositions de la part de l'inspection académique, plein de propositions de plein de monde. Il va, en fait, alors j'en parle en détail, hein, pourquoi il a refusé, voilà, c'est très long à expliquer. Mais donc pour lui, l'idée c'est quoi? Il faut qu'il fonde son école pour être tranquille. Parce qu'il se dit, ce qui m'est arrivé à Saint-Paul, rien ne me garantit que quand je vais arriver dans un autre village, je ne vais pas retrouver exactement le même problème. Voilà. Donc il va vouloir fonder sa propre école. Et pendant 2 ans, en fait, il va utiliser son plein traitement. Parce qu'il faut se dire aussi que sa femme, à ce moment-là, est atteinte d'une tuberculose pulmonaire. Ce qui fait qu'elle est comment? Eh bien, elle enseigne plus, hein. Donc elle est en demi-traitement et elle va même arriver en mode plus de traitement du tout. Donc il a son salaire à lui. Alors il était directeur, donc j'ai le montant, 18 320 francs sur l'année. Voilà, c'était le montant qu'il gagnait. Il va servir de cet argent-là, il va emprunter de l'argent un peu partout, à droite à gauche, pour construire l'école de Vence, en fait, que vous avez là. Alors ça, c'est le bâtiment un peu fini, au moment où ils vont ouvrir l'école, mais sur les 2 ans, il va évoluer. Hein. Au début, c'était de la pierre sèche avec du sable, voilà. Et aujourd'hui, cette école existe toujours, puisqu'elle a été récupérée par l'éducation nationale, et donc aujourd'hui, c'est une école de l'éducation nationale où on fait de la pédagogie freinée, hein. On continue à en faire là-bas, mais par contre, il faut que vous imaginez qu'autour... Alors, j'ai pas trouvé de photos pour vous montrer, alors parce qu'à l'époque, c'était... Il n'y avait rien, quoi. C'était la campagne, hein. C'était la pampa. Hein. Là, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est rempli de maisons partout. Partout. Vous arrivez, c'est un énorme lotissement. C'est assez impressionnant. D'ailleurs. En fait, vous prenez dans un lotissement et paf, vous arrivez, vous avez l'école qui est là. Voilà. Rien à voir avec ce que lui décrit au moment où il l'a construit. Parce que moi, j'y suis allé donc, après. Et donc, dans cette école-là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la pédagogie telle que lui veut la faire. Sauf qu'il ne va pas être ni directeur ni enseignant. C'est-à-dire qu'il va prendre d'autres instituteurs pour le faire. Alors ça tombe bien parce que dans la famille de Élise, ils sont quasiment tous, sur 6 enfants, ils sont 5 instituts. Donc ça va être une partie de la famille d'Élise qui va venir donner des cours. Je ne rentre pas dans les détails non plus, hein, je résume un petit peu. Voilà. Alors ça ne les empêche pas par contre de participer aux ateliers qu'ils vont faire avec les enfants. Et sachant que les enfants sont en pensionnat. Donc ils les ont, voilà. Là, vous l'avez lui qui est en train de faire du pain au four à pain avec les enfants et elle qui fait une tarte. Parce qu'en fait, l'école, c'est quoi? C'est la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'occupent du linge, du ménage, des tâches ménagères. Et en même temps, il faut travailler les programmes. Donc, il y a la salle avec imprimerie. Donc, voilà, ils font tout. Et c'est un ensemble avec un programme qui est établi sur la journée où cet ensemble-là, en fait, c'est une approche encore... Enfin, comment dire? C'est une approche d'éducation qui est complète puisqu'on a les enfants... non-stop. Voilà. À gauche, c'est la construction du théâtre de verdure. Là? Photo de gauche. Oui. C'est le théâtre de verdure qui l'a construit dans ton époque. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le four à pain, qui est juste derrière là. Ils sont en train de manger le pain, là. Ils partagent les bouts de pain là, qu'ils viennent de faire cuire. Donc peut-être que c'était dans l'endroit où... D'accord, ça je sais pas. Mais, Il y avait le bassin aussi. Oui. Alors, je ne rentre pas trop en détail non plus, parce qu'il faut savoir qu'ils pratiquaient le végétarisme, le matin, les enfants, le naturisme aussi, donc ça a posé... Alors, le problème, c'est qu'il faut comprendre, il y a un contexte pourquoi ils en sont arrivés là, parce qu'elle, très malade, va essayer plein de techniques pour se soigner, et ce qui effectivement, a priori, va la soigner, c'est un jeûne sec de 15 jours. Voilà, elle va se guérir complètement de sa
comment on appelle ça, tuberculose à l'issue de ce jeûne-là. Et donc en fait, elle va instiller cette logique-là aux enfants. Donc ils font des bains froids le matin en se levant, il y a une salle de sudation, enfin voilà, il y a tout un processus en fait et par contre pas de viande. Voilà, dans leur repas, il va y avoir ça. Aujourd'hui, à mon avis, ils seraient traités de sectaires et l'école, elle n'ouvrirait jamais. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Voilà. Déjà, ils ont essayé de lui bloquer l'ouverture de l'école sous des prétextes administratifs, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et donc, 1935, ouverture de l'école, jusqu'en 1940, où là, en fait, vous avez la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vous ai mis une image de la Seconde Guerre mondiale, j'ai mis Pétain et Hitler. Alors, il faut savoir qu'un petit peu avant ça, il va se retrouver avec un afflux de migrants espagnols qui vont arriver, qui fuient le régime franquiste. Ces enfants-là, en fait, lui, il va les recevoir. Et en les recevant, alors ils vont amener avec eux les poux, la gale, donc ils vont devoir traiter un petit peu tout ça, mais il est vraiment dans cette logique donc que j'accueille. Et sauf que ces enfants-là ne payent pas. Et l'école ne tourne que par soit les dons, soit son traitement, qui là maintenant il est placé à la retraite en plus, parce qu'on est 2 ans après, 33, 35, vous voyez, il s'est écoulé les 2 années de plein traitement, là il passe à la retraite et il ne touche plus que ses rentes d'invalidité et sa retraite qui est minime, quoi. C'est un peu la logique d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est très très compliqué. Voilà, c'est une phase qui est extrêmement compliquée. On le voit même, on a retrouvé des courriers où il supplie l'administration publique de lui faire une avance sur ses traitements, qui refuse, qui lui dit non, ça ne se fait pas, donc vous ne l'aurez pas. Voilà. Il reçoit aussi, alors quelque chose que j'ai oublié de préciser, des enfants de la ville pour la première fois. Il va les recevoir dans son école Avance. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il met tout en œuvre pour recevoir des enfants prolétaires de la ville. Et quand il les reçoit, il envoie un courrier à tous ses partenaires. Donc, c'est des enfants de Gennevilliers. Je n'ai pas d'erreur, ouais, c'est ça. Des enfants de Gennevilliers. Donc, il en reçoit 8. Et quand il les reçoit, il renvoie un courrier en disant qu'il parle d'immoralité. En fait, en expliquant, et lui c'est la première fois où il est confronté à des enfants de la ville. Et là, en fait, on le voit parler d'immoralité, où il explique que la prochaine fois, il demande, alors à l'époque, ça n'avait pas la connotation aussi péjorative qu'on a aujourd'hui, mais des enfants moins dégénérés, c'est ça qu'il demande. Ah non, mais c'est le terme qu'il emploie, des enfants moins dégénérés, aux mœurs morales de vie en société plus correctes. Voilà. Voilà. En fait, il découvre l'enfant de la ville à ce moment-là. Et il demande à ce que la prochaine fois, lui soit envoyé des ouvriers avec un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'en termes des enfants qu'en veulent, quoi. Il veut des enfants ouvriers qu'en veulent. Voilà. Et c'est là, en fait, c'est un point intéressant, je trouve, parce que moi, qu'enseignant en REP+, on ne fait pas de tri sur les enfants, quoi. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, comment on fait face à une classe où les enfants ils sont là, et donc on fait avec eux, quoi. Je ne vais pas sélectionner et dire bon, toi je te veux pas parce que tu es trop turbulent, toi je te veux pas. Voilà. Il y avait une population assez triée. Ah oui, de toute façon, c'est ça. Alors pas tous. Pas tous. Ah, c'est toujours payant? Ça je ne savais pas, ça par contre. Non, c'est pas payant, mais il y a toujours une population triée. Ah oui, Puisque c'est par. Oui, d'ailleurs, j'en ai parlé avec l'ICEM, enfin, on en parlera après, mais j'en ai parlé avec l'ICEM aussi de ça. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme il est communiste, je vous dis, il est surveillé, de toute façon. Donc, il va être arrêté. Ils vont venir le chercher en mars 40. Donc, ça, c'est la photo, là, elle est en octobre 40. Lui, il le récupère avant. Et il va être interné. Voilà, parce que comme c'est un communiste, c'est un partisan communiste. En plus, il est investi dans le parti communiste. Voilà, donc, on l'arrête. Et ils vont alors, je crois qu'il fait 3 camps. Un dans la Drôme, un dans l'Ardèche et un dans l'Isère. Et il va se servir de ce temps-là. Tout le monde est persuadé qu'ils ne le reverront jamais. Tout le monde pense qu'il est mort. Et en fait, il ne va pas mourir. Et il va en profiter pour écrire ses 2 œuvres majeures. Donc l'éducation du travail. Alors c'est un pavé de 400 pages. Où là, en fait, il met en scène, donc c'est ce livre-là que j'ai présenté au Cercle des lecteurs. Il met en scène Mathieu, donc c'est lui, mais un paysan de son village de Garces, en fait, qui parle avec 2 instituteurs qui viennent s'installer récemment dans le village. Et là, il aborde toute la philosophie de la pédagogie qu'il a à travers des images et de la paysannerie, tout simplement. Et il fait le parallèle entre les brebis, l'eau qui coule. Et il parle souvent du torrent, le torrent de vie. En fait, pourquoi je ne comprenais pas son obsession avec le torrent. Moi, quand la première fois que j'ai lu ça et quand je suis allé à Garces, j'ai compris. Parce qu'en fait, à Garces, vous avez vraiment ce
cette source qui jaillit, un peu comme Fontaine de Vaucluse d'ailleurs, qui sort de là et qui est analysée, qui est partout, qui fait un bruit, vous l'entendez dans la ville, vous l'entendez, l'eau couler. Voilà. Et ça, j'ai compris, en fait, j'ai mieux compris pourquoi. Et son essai de psychologie sensible, où là aussi c'est assez intéressant parce que quand vous lisez ça aujourd'hui, après toutes les années d'études qu'on a sur la psychologie de l'enfant, alors lui a fait ça que de manière intuitive par rapport à son observation directe. Je trouve que c'est assez édifiant et assez intéressant et je vous invite vraiment à les lire si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a des choses à apprendre dedans. Moi j'ai appris des choses. Alors à l'issue de la guerre, donc, il ne meurt pas et il va fonder l'Institut coopératif de l'école moderne en 1947. Ça existe toujours. Donc ce sont des gens qui font aujourd'hui des formations. Alors en 50, alors il y a un gros problème en fait parce que il le crée, mais ça périclite à cause des tensions en interne. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en 1952, il va rédiger la charte de l'école moderne. Et c'est cette charte qui va être utilisée par l'ONU pour faire la charte des droits de l'enfant. Voilà. Et donc derrière, grosso modo, en fait, l'association, si vous voulez intégrer l'association, en fait, il faut adhérer à la charte qui a été rédigée par Freinet, reprise après derrière par l'ONU. Et eux, leur but, c'est quoi ? C'est recherche, innovation pédagogique, comme c'est marqué. Hein. Et ils font des stages. Donc, d'ailleurs, j'ai fait un stage avec eux à vacances de Pâques, pour voir justement, je voulais voir où en était la pédagogie Freinet aujourd'hui et un peu rencontrer des instituteurs, parce que c'était que des instituts. Hein. En secondaire, j'ai rencontré personne. Voilà, donc que des instituts pour voir qu'est-ce que eux font, voilà, qu'est-ce qu'eux mettent en place et comment ils écoutent ça. Et aussi essayer de comprendre pourquoi on ne trouve plus ces textes. Voilà, parce que tous ces bouquins-là, vous n'allez pas les retrouver. Vous voyez, c'est les versions originales. L'éducation et le travail, très compliqué pour le trouver. Je l'ai en e-book, alors vous pouvez le trouver en e-book sur Internet, sur Amazon. Alors d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand je leur dis « mais pourquoi vous ne les republiez pas ?» Parce qu'il y a une tension commerciale, parce qu'ils ont un gros problème aussi avec l'argent. Hein. C'est-à-dire que pour eux, il ne faut pas gagner d'argent. C'est l'éducation populaire. J'ai dit, mais le truc, c'est que si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui le font. Et là, actuellement, c'est Amazon qui publie l'e-book, donc c'est Amazon qui gagne de l'argent. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, bon. Ça, c'est des tensions, ils verront en interne. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est intéressant de republier, de relire ce genre de choses-là, puisqu'on lit Montessori, on lit Steiner, on les trouve tous, hein, ils sont tous réédités. Pourquoi lui, il ne l'est pas En plus, il est français, donc ça me paraissait intéressant de parler de ça. Voilà. Alors, pour vous donner après un ordre d'idée aussi, quelle heure il est ? 10h44. Juste après la sortie, alors il a écrit d'autres livres. Alors celui-là, ça c'est Madeleine Freinet qui l'a publié. Il a écrit donc l'Édit de Matthieu, c'est-à-dire que ce sont des textes qu'il va publier au gré de ce qui se passe dans l'actualité, et il va prendre une petite histoire. Donc Matthieu, toujours ce paysan en éducation et le travail, il va prendre une petite histoire et il va en profiter pour philosopher sur ce qui se passe. Voilà. Il a raccroché, c'est ça. Et alors ce que je vous propose, c'est de vous en lire 3. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas mis parce que c'était un peu long à tout écrire. Donc, l'histoire du cheval qui n'a pas soif. Le jeune citadin voulait se rendre utile à la ferme où on l'hébergeait. Avant de mener le cheval au champ, se dit-il, je vais le faire boire. Ce sera du temps de gagner. On sera tranquille pour la journée. Mais par exemple, c'est le cheval qui commanderait maintenant ? Comment ? Il se refuse à aller du côté de l'abreuvoir et n'a Dieu et de désir que pour le champ de luzerne proche. Depuis quand les bêtes commandent-elles ? Tu viendras boire, te dis-je. Et le campagnard novice tire sur la bride, puis va par derrière et tape à bras raccourcis. Enfin, la bête avance. Elle est au bord de l'abreuvoir. Il a peur peut-être, si je le caressais. Tu vois, l'eau est claire. Tiens, mouille-toi les naseaux. Comment ? Tu ne bois pas ? Tiens. Et l'homme enfonce brusquement les naseaux du cheval dans l'eau de l'abreuvoir. Tu vas boire cette fois ? La bête renifle et souffle, mais ne boit pas. Le paysan survient, ironique. Ah, tu crois que ça se mène ainsi, un cheval ? C'est moins bête qu'un homme, sais-tu ? Il n'a pas soif. Tu le tuerais, mais il ne boira pas. Il fera semblant, peut-être, mais l'eau qu'il aurait avalée, il te la dégorgera. Peine perdue, mon vieux. Comment faire alors ? On voit bien que tu n'es pas paysan. Tu n'as pas compris que le cheval n'a pas soif en cette heure matinale, mais qu'il a besoin de bonnes luzernes fraîches. Laisse-le manger son soûl de luzerne. Après, il aura soif, et tu le verras galoper à l'abreuvoir. Il n'attendra pas que tu lui en donnes la permission. Je te conseille même de ne pas trop te mettre en travers. Et quand il boira, tu pourras tirer sur la longe. C'est ainsi qu'on se trompe toujours quand on prétend changer l'ordre des choses et vouloir faire boire qui n'a pas soif. Éducateurs, vous êtes au carrefour. Ne vous obstinez pas dans l'erreur d'une pédagogie du cheval qui n'a pas soif. Allez hardiment et sagemment vers la pédagogie du cheval qui galope vers la luzerne et l'abreuvoir. Voilà.
Vous voyez, c'est pour vous montrer toujours cette allusion à la paysannerie, voilà, ce qu'il lui a vécu dans sa jeunesse, et il en tire, il essaie d'en tirer un enseignement par rapport à la pédagogie. Alors ça, c'était la première. Donc, un petit peu de provençal. Là, il revient en fait sur les origines, c'est-à-dire. Donc, j'ai l'histoire dans sa version provençale. Alors ça, c'est lui qui le dit. Hein. J'ai l'histoire dans sa version provençale. Je l'ai exactement semblable dans sa version vosgienne. Ce qui nous est une preuve d'une universalité du bon sens dont nous devrions faire notre profit. Ernest, donc, retournait au village. Depuis que d'avoir vécu à la ville toute proche, il avait souliers fins, cravate soignée, plis au pantalon et ventre bedonnant. Il ne savait vraiment plus parler le patois savoureux de son village. C'était au temps des foins et tout le village était au travail, manches retroussées sous le grand soleil. Nicolas, jambes écartées, maniait sa faux luisante. Il se redressa pour souffler, tira sa pierre à faux de la banne qu'il portait à la ceinture. Il vit alors Ernest arrêté dans les buissons à la lisière des chemins et qui lui criait, en un français volontairement pointu, « Nicolas, quels sont donc ces arbustes ?» Nicolas, tout surpris, répondit dans son patois, « Mais tu ne reconnais donc pas nos ginestes ?» Ernest descendit alors délicatement vers les andins, tout fumant de rosée. Il avait l'air gêné par les odeurs chaudes qui montaient du pré en fenaison. Et comme il arrivait près de Nicolas, il posa distraitement son pied sur les dents d'un râteau oublié là par les faneuses. « Oh Nicolas, quel est donc cet outil ?» Nicolas n'eut pas le temps de répondre. Ernest avait imprudemment appuyé sur le râteau, dont le manche se releva brusquement en lui donnant une gifle magistrale. Le mot sortit alors spontanément du plus profond de son être. « Monstre verasteu !»« Ah ah, rit Nicolas, il te dit bonjour, notre râteau. » La leçon pour nous de cette aventure. Creusez profond, accrochez votre éducation à la vie, habillez vos mots de leur splendeur originelle, intégrez votre savoir aux joies et aux soucis du travail. Alors même que vous les croirez éteints, à jamais enfouis dans un passé défunt, vous les verrez ressortir, comme malgré vous, vivants et dynamiques, parce que vous les aurez nourris de sensibilité et d'expérience, et que vous aurez alors bâti sur le roc. Voilà. Petite histoire provençale, c'est pour ça que j'ai voulu la placer. Et enfin, dernier, alors c'est juste pour vous montrer la... Et après j'en ai fini, c'est la conclusion. Juste pour vous montrer son rapport... l'humilité en fait, dont il a fait preuve quand même, toute sa vie. Et la lumière fut. Les poilus revenaient de la Grande Guerre. Ils avaient retrouvé leur village tel qu'ils l'avaient laissé, en retard de 100 ans sur les lieux qu'ils avaient parcourus. Et le soir, à la veillée, pendant que clignotait la lampe fumeuse, les plus hardis d'entre eux opinaient. Dire que nous avons là notre grande source, qui naît au cœur du village, où elle fait tourner le moulin d'André, et qu'avec cette eau, il serait si facile de faire de l'électricité. Et les tireurs de plans, les faiseurs de projets, les discutailleurs allaient répétant « Ce serait si facile pourtant, on s'éclairerait à si peu de frais. Notre village en serait tellement transformé. » Mais les sceptiques qui savaient l'aboutissement de ces vaines velléités concluaient « Nous avons toujours vécu ainsi avec notre bois gras et notre lampe fumeuse. Dire et faire sont deux. » Mathieu, un jour, paria pour les deux. Il fonda un syndicat, fit étudier un projet, verser les fonds. Il eut contre lui, cela va sans dire, les autorités, l'administration et la préfecture. Et les novateurs, de tout poil, et les tireurs de plans se firent un jeu de gêner par leur scepticisme la téméraire entreprise de celui qui prétendait faire passer dans la réalité les rêves des discutailleurs. Un soir, le courant illumina le village. La lumière fut. Autour des lampes égrenées le long des rues, la jeunesse du village dansa pour fêter le miracle enfin réalisé. La lumière était devenue désormais une chose publique, évidente et définitive. Alors les novateurs, les tireurs de plans et les discutailleurs en vantèrent les bienfaits. Habiles en l'art d'exploiter le travail des autres, ils formèrent un comité, informèrent les journaux et à l'inauguration officielle, on invita ceux-là même qui s'étaient opposés au projet audacieux, préfet en tête. Mais on oublia Mathieu qui prit sa bêche et s'en alla dans les champs soigner sa récolte à venir. Il avait d'ailleurs eu sa récompense puisqu'il avait fait jaillir la lumière. Et alors ça c'est une histoire véridique parce que c'est lui qui va faire installer une centrale hydroélectrique dans le village de Garces en 1925. Et sauf que, donc forcément, c'est lui qui a payé. C'est son argent qu'il a mis pour avoir ça. Et sauf qu'en fait, au moment où ils ont fait l'inauguration, il n'a pas été invité. Par contre, ils ont invité le préfet. Et alors, la chose qui est quand même encore plus dingue, c'est que vous avez une présentation de la ville de Garces par le maire de Garces qui, en fait, précise qu'il y a eu une centrale hydroélectrique qui avait été installée là et que même le préfet était venu. Mais à aucun moment, il parle que c'est Freinet qui a fait en sorte que ça se fasse. Voilà. Et donc, pourquoi je vous mets cette histoire-là ? Un petit peu la conclusion, voilà. Ça, c'est ma slide de conclusion qui arrive. Je laisse la parole à une dame en fait, qui a vu, donc qui était amie de Freinet, et qui l'a vu partir
Au moment où les gendarmes viennent le chercher à la Seconde Guerre mondiale, quand ils viennent le récupérer, en fait, quasiment tout le monde est persuadé qu'ils ne le reverront plus jamais, en fait. Et voilà ce qu'elle dit. Il faut admirer ta patience et ton courage pour avoir subi toutes ces épreuves de souffrance et être même tombé dans des gouffres horribles de cruauté et emprunter les durs chemins pour amener le peuple à la civilisation. Le détourner de la haine pour qu'il s'instruise. On te croit charlatan et tu es un homme que l'on doit honorer. Plus tard, en France et dans le monde, on racontera ton histoire, l'histoire d'un homme que l'on peut nommer saint. Alors, je ne sais pas si on peut le nommer saint, mais en tout cas, il a quand même contribué. Et une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas par amour-propre qu'il l'a fait, c'était vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Et c'est pour ça qu'au moins dans cette démarche-là, moi, c'est ce qui me paraît important de remontrer, parce qu'on voilà, on connaît Montessori, on connaît Freinet, enfin, on connaît Steiner, pardon, et on connaît ça, ces mouvements-là, et lui, il est en train de tomber dans l'oubli. Et littéralement le contraire de ce qui devrait se faire, je pense. Il n'est pas tombé dans l'oubli, puisque son mouvement continue de vivre. Hein, Alors oui, cette année, en France, oui, je suis d'accord avec vous, mais lui, le personnage, vous voyez, sur son parcours. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est très important pour moi, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a un contexte. C'est important de comprendre le contexte dans lequel on est. Lui, en fait, c'est ce contexte-là en fait, qui l'amène. C'est-à-dire que c'est sa blessure, le fait d'avoir grandi dans la paysannerie. Vous voyez, c'est tout ça. Vous enlevez la paysannerie, vous enlevez sa blessure. Est-ce que, d'ailleurs, lui-même le dit, hein, vous retrouvez des textes où il dit, est-ce que j'aurais pas eu de problème, est-ce que je ne serais pas tombé dans la lassitude et parce qu'en fait, il n'a pas eu le choix, en gros. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse autrement. S'il voulait rester à Institut, il fallait qu'il fasse autrement. je pense qu'il serait ravi de voir que sa pédagogie perdure. Ah oui, peut-être, très certainement. Vous en parlez si bien. Merci. Voilà.